C'est la rentrée, demain 13 millions d'élèves recommencent à travailler, 700 000 profs les ont déjà précédés aujourd'hui. La fuite vers l'ouest des Allemands de l'Est via la frontière austro-hongroise, un exode qui pose beaucoup de problèmes. Un anniversaire pour Philippe Noiret, son 100e film, La vie et rien d'autre, de Bertrand Tavernier. Philippe Noiret est notre invité. La guerre à outrance du gouvernement colombien contre les parrains de la drogue. Dans ce journal, reportage exclusif de notre envoyé spécial Bruno Alba. Bonsoir, tout est prêt, vos cartables, vos cahiers, vos crayons, vos gommes et aussi vos chewing-gums, pourquoi pas. Vous avez encore quelques heures en tout cas, car demain c'est la rentrée pour un Français sur 4. Près de 13 millions d'écoliers et de lycéens qui retournent sur leurs bancs préférés, ceux de l'école. Sans compter le million de professeurs pour vous faire souffrir, et d'ailleurs ces profs ils étaient déjà rentrés aujourd'hui pour préparer vos souffrances. Problème et question de cette rentrée 89, Chantal Kimerlin. Y aura-t-il demain un professeur dans chaque classe? À Grigny, dans l'Essonne, pour ce collège tout neuf, pas de mauvaise surprise. C'est une bonne rentrée des classes, des profs pour toutes les classes, des classes à 26-27 élèves maximum. Un dialogue serein entre le principal et les enseignants s'est engagé à la veille du grand jour. Bref, rien n'est à craindre pour l'arrivée des élèves demain matin. Pourtant, derrière cette tranquillité, quelques états d'âme s'expriment. Je pense que c'est surtout aussi l'opinion et l'image des professeurs qui auraient besoin d'être bien revalorisées. Aussi au niveau des familles, et ça, c'est aussi important, enfin, les qualités de vie. Disons, ce que j'ai peur, c'est que pour avoir des avantages financiers, on fasse des concessions et des régressions sur le plan de la qualité de travail. Et ça, c'est assez dangereux. C'est le problème numéro 1 de cette rentrée. La qualité de travail est mise en cause par la surcharge des classes. Selon les syndicats, partout, les plannings sont saturés, les lycées craquent. 38, 39, jusqu'à 40 élèves dans la plupart des premières et terminales. Presque toutes les régions sont touchées par une scolarisation intensive. Donnez-moi 19 élèves, je vous assure qu'ils seront reçus au bac avec des notes brillantes. Vous m'en donnez 39, ils sont certainement moins brillants. Et puis de toute façon, je vais les connaître quand ? À Noël, j'en connaîtrai sans doute 19. Et puis, à la fin de l'année, il y a encore un petit d'un physique pas très exceptionnel que je n'aurais pas encore découvert. C'est comme ça. Bon, alors, on peut tout enseigner, mais on enseigne dans de très mauvaises conditions et les résultats ne sont pas bons. C'est tout. Alors de cela, on va reparler ce soir sur Antenne 2 à 20h35, car l'événement politique, c'est sur Antenne 2, c'est l'heure de vérité de François-Henri de Virieu, qui reprend avec comme invité ce soir le ministre de l'Éducation, Lionel Jospin. Monsieur Jospin, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, pendant combien de temps encore on va avoir des classes à 39 élèves comme ça? Bien, le Premier ministre Michel Rocard a fixé un objectif qui est dans les lycées en 1993, pas de classe au-dessus de 35 élèves. Je crois que c'est une direction dans laquelle nous devons aller, car il est clair que plus les classes sont surchargées, plus il est difficile pour les élèves d'apprendre et pour les professeurs d'enseigner dans de bonnes conditions. Encore qu'un lycée dans un bon quartier, avec des élèves sélectionnés, et un lycée dans un quartier plus difficile, justifie pas tout à fait les mêmes effectifs. Plus c'est difficile, moins il faudrait qu'il y ait d'élèves. Oui, mais en moyenne, c'est quoi le bon nombre dans une classe? Eh bien, je viens de vous répondre, il faut de toute façon éviter qu'on dépasse 35 dans les lycées. C'est l'objectif qu'on doit se fixer, parce que dans les lycées, il y a la vague. Dans le primaire actuellement, en maternelle, ce sont des effectifs qui sont autour de 28-29, et dans le primaire, ce sont des effectifs qui sont à 23-24. Dans les lycées, on ne peut pas arriver à des effectifs de ce type pour le moment, compte tenu de ce qu'est la vague démographique et l'envie d'apprendre des jeunes et des familles. Merci Lionel Jospin, on vous retrouve tout de suite dans l'heure de vérité à 20h35, aussitôt après ce journal. Ce sera peut-être le fait diplomatique majeur de cette année 89, la ruée de milliers d'Allemands de l'Est qui s'en vont vers l'Ouest. Depuis la construction du mur de Berlin, c'est-à-dire au début des années 50, les Allemands de l'Est étaient condamnés à rester de l'autre côté du rideau de fer. Mais le rideau de fer, on l'a vu, s'est entrouvert cette année entre l'Autriche et la Hongrie. Et des milliers de réfugiés d'Allemagne de l'Est s'y engouffrent. Il se pourrait d'ailleurs qu'un accord intervienne entre les deux Allemagnes sur le départ d'autres milliers de réfugiés. Pour l'instant, ceux qui s'en vont passent dans la semi-clandestinité. L'équipe d'Antenne 2 avec Dominique Derda s'est rendue des deux côtés de cette frontière. Reportage. Un mirador tous les 200 mètres, puis un vaste no man's land. Des patrouilles permanentes, la frontière vue de Hongrie semble infranchissable.
Pourtant, tous les jours, des dizaines d'Allemands de l'Est passent en Autriche à cet endroit. Le parking de Fertorakos, c'est ici que se retrouvent fugitifs et passeurs. Passeurs bénévoles et passeurs professionnels qui demandent parfois jusqu'à 3 500 francs par personne pour leur indiquer l'itinéraire le plus sûr à travers les mailles du rideau de fer. La frontière n'est qu'à 1 kilomètre. Johan a 38 ans, il attend le moment propice pour tenter de passer à l'ouest. Voici ma voiture que je vais être obligé de laisser ici. Tout ce que j'emporte avec moi, c'est ce sac. Et que contient-il ce sac? Une paire de chaussures, un pantalon, une chemise, quelques affaires personnelles. Comment comptez-vous faire pour passer la frontière? Les gens disent qu'en 1 heure, à pied, on peut traverser les champs et la forêt et se faufiler à travers les barbelés. Vous n'avez pas peur? Bien sûr que j'ai peur, mais j'ai tout laissé derrière moi, alors il est trop tard pour renoncer. Comme Johan, les fugitifs est-allemands ont tout abandonné derrière eux pour n'emporter que l'essentiel. Au grand bonheur des Hongrois des environs qui trouvent ainsi du matériel de camping et des pièces détachées à profusion. Car ici aussi, comme en Allemagne de l'Est, c'est la pénurie. Les gens du village ont tout récupéré, tout ce que les Allemands de l'Est ont laissé. Et où sont-ils ces Allemands? Partis vers la frontière, là-bas. 5 heures du matin, côté autrichien, passeurs et membres de la Croix-Rouge attendent les réfugiés aux principaux points de passage. Attention, frontière d'État. Le rideau de fer, le voici, je suis ici en Hongrie et devant moi un énorme trou. C'est par ici que se sont enfuis des centaines d'Allemands de l'Est en direction de l'Autriche. Je traverse le rideau de fer, me voici en Autriche. Le premier village est à quelques kilomètres, c'est là qu'attendent les gens de la Croix-Rouge autrichienne. C'est là qu'ils attendent ces réfugiés est-allemands pour les conduire ensuite en Allemagne de l'Ouest. Ce matin, ce sont des Roumains qui ont pris la clé des champs. Le chemin qui mène à l'Autriche commence à être connu dans tout le bloc de l'Est. 2 heures à peine après l'avoir quitté en Hongrie, nous retrouvons Johan en Autriche. Il est passé sans encombre. Il ne m'a pas fallu plus de 20 minutes, ça a été un jeu d'enfant, à travers les champs, les vignes, la forêt et le barbelé. Vous n'avez pas rencontré de patrouille hongroise? Si, 2 gardes. Ils étaient très gentils. L'un d'eux m'a même fait un clin d'œil et il m'a laissé passer. Johan est aujourd'hui en Allemagne de l'Ouest. Il a retrouvé son fils et sa fiancée. Toute une série d'accidents d'avion ces dernières 24 heures. Le dernier en date, l'accident d'un Fokker de la sécurité civile. Il s'est écrasé tout à l'heure en fin d'après-midi près d'Alès dans le Gard. Il luttait contre les incendies de forêt. Il y avait 2 personnes à bord. À Cuba, c'est une catastrophe aérienne de grande ampleur. 125 morts dans l'accident d'un Ilyushin 62. La plupart des passagers étaient des touristes italiens. Véronique Gallion. L'accablement, la consternation, l'incertitude. Des parents, des proches, venus attendre à Milan l'avion de la Havane, viennent d'apprendre qu'ils ne verront plus jamais l'un des leurs. Les 113 passagers italiens de l'Ilyushin soviétique étaient venus passer 1 semaine de vacances à Cuba pour un prix charter défiant toute concurrence. Tous ont péri carbonisés dans la terrible explosion. Un seul passager a survécu, il est dans un état désespéré. L'avion venait de décoller lorsqu'il a heurté des lignes à haute tension. La pluie battante pourrait être à l'origine de l'accident. Il s'est écrasé dans un quartier résidentiel de la Havane. 19 maisons en miettes, 62 personnes blessées au sol. Le président Fidel Castro s'est aussitôt rendu sur les lieux. Cette catastrophe aérienne est la plus meurtrière qu'ait jamais connue la Havane. Et ce n'est pas fini dans cette série noire. Loin de là, au Brésil, un Boeing de la Varig, c'est la compagnie brésilienne, s'est écrasé en pleine jungle. On ne l'a pas retrouvé, il y a 54 disparus. Dans la région de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, ce sont 2 avions de tourisme qui se sont écrasés. Là encore, 3 morts, 5 disparus. Et puis enfin, ce dernier accident, je vous jure que ce sera tout pour aujourd'hui. Cela se passe au-dessus du lac Ontario, regardez, entre les États-Unis et le Canada. 2 avions qui se sont heurtés, des avions de la patrouille acrobatique de l'aviation canadienne. Ils se sont heurtés du bout des ailes.
L'un des pilotes a été tué, le second a pu s'éjecter de son appareil. Peugeot à l'heure des limousines. À son tour, la firme de Sochaux sort une voiture haut de gamme. C'est la 605. Peugeot n'est pas le seul constructeur français à agir ainsi. Tous les constructeurs misent sur des voitures de luxe destinées à concurrencer les grosses allemandes. Mais d'abord, en exclusivité, voici les premières images de la 605. Alain Doubeski. Équilibre des masses, modelé des volumes, c'est la 605 décrite par son constructeur. La documentation évoque ensuite noblesse et puissance du moteur, bruit mat des portières, silhouette puissante, généreuse et même cossue. La 605 propose à partir du milieu de gamme moteur V6, freinage ABS, assistance variable de la direction, gestion électronique des amortisseurs, tout cela afin de concurrencer les belles étrangères, allemandes, suédoises ou italiennes. Arrivé à ce niveau de prix, le client exige du solide, beau et sûr, mais aussi du rêve. C'est le retour du carrosse. Les gens ont envie d'exister plus, de participer à une sorte de modèle attractif qui est le retour d'une certaine élite, d'une bourgeoisie cossue, bien installée. Ce marché représente 14% du parc européen. Les Allemands fabriquent la majeure partie, c'est-à-dire 64%. Les Suédois 13%, les Français 11%, puis viennent les Italiens, Anglais et Japonais. Il y a quelques mois seulement sortait la XM de Citroën. Dans la foulée donc et dans la même catégorie, la Peugeot 605. Est-ce bien raisonnable? Je crois que l'offre française sur les véhicules de haut de gamme était et est encore insuffisante. Je pense qu'il est tout à fait normal et naturel que chacune des trois marques françaises offre à la clientèle française un véhicule de haut de gamme. L'augmentation des ventes de voitures haut de gamme paraît s'inscrire dans un contexte plus général de renouveau des produits de luxe, du moins pour une certaine catégorie de Français. Nous constatons qu'après la crise, il y a de fait une très grande demande pour plus de qualité, pour plus d'innovation, pour plus de tradition et pour plus de sécurité. Sécurité qui est donnée par les grandes marques ou les grands noms. La réputation des produits de luxe français n'est plus à faire, sauf précisément pour les automobiles haut de gamme. Là, beaucoup de chemin reste à parcourir. La Colombie, où les troubles ne cessent pas depuis que le gouvernement a déclaré la guerre aux parrains de la drogue. Aujourd'hui encore, il y a eu de nouveaux attentats. Une explosion hier soir à Medellín, une bombe qui a fait 5 blessés. Et puis ce matin, c'est une fusillade qui a éclaté à l'aéroport de cette même ville, faisant 2 morts et 12 blessés, dont 3 policiers. Au même moment, les Américains font parvenir des renforts et du matériel militaire pour aider les autorités de Bogota. Bruno Albin, l'envoyé spécial d'Antenne 2, est en Colombie. Avec leur cargaison d'équipements secrets et de pièces de rechange, ces 2 avions de l'armée américaine sont le premier cadeau des États-Unis à la Colombie pour l'aider à mener sa guerre contre les trafiquants de drogue. L'armée colombienne recevra encore ce soir 8 avions de chasse et demain 5 hélicoptères de combat. Des techniciens militaires américains participeront à l'instruction des pilotes colombiens. 8 jours après la déclaration de guerre entre le gouvernement de Bogota et les rois de la drogue, ce matériel sera immédiatement envoyé sur le terrain. Transport de troupes, mais aussi mission de bombardement des aéroports clandestins utilisés par les trafiquants. C'est bien d'opérations de guerre dont il s'agit, gardées secrètes par l'armée, mais qui correspondent à la volonté des Américains de frapper à tous les niveaux. La lutte contre la cocaïne, la lutte contre les drogues a toujours été et sera toujours une lutte contre la production et une lutte pour éliminer la demande. L'aide américaine arrive à point nommé. Les trafiquants n'ont pas attendu longtemps pour mettre leurs menaces à exécution. Ici à Bogota, un camion bourré d'explosifs a explosé avant-hier à 7 h du matin sur le parking d'une station-service. Tout ce qui se trouvait alentour a été volatilisé. Une personne a été tuée, 73 ont été blessés. Un attentat en forme d'avertissement pour ceux qui soutiennent le gouvernement dans la guerre déclarée aux trafiquants. El Espectador, le journal, a été totalement ravagé. Son directeur a déjà été assassiné par le cartel de Medellín il y a 3 ans. Il prend régulièrement des positions sans équivoque.
Mais si les journalistes affirment vouloir poursuivre dans la même voie, des attentats comme celui-ci ébranlent fortement la population et certaines personnalités. Il faut dialoguer avec les trafiquants. Ceux qui souffrent, ce sont les gens du peuple colombien. Il est inadmissible que des gens innocents, passant dans la rue, à un moment donné, soient les victimes d'une bombe. C'est inadmissible. Il faut qu'on dialogue. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ce gouvernement agisse. Cet homme est un magistrat, un juge, réputé incorruptible. Il vit sous la menace depuis des mois. Aujourd'hui, Alberto Medina renonce. Les cartels colombiens ont juré d'assassiner sa fille s'il poursuit sa tâche. Alors il s'apprête à laisser à son successeur d'énormes dossiers d'instruction. Trafic, meurtre, corruption. Un pays ne peut pas s'en sortir, démocratique ou non, quand la justice a peur, quand elle n'est pas indépendante, quand le juge ne peut pas être souverain dans ses actes, quand il ne peut pas représenter la majesté de la justice. Il ne peut pas remplir sa mission quand les armes des assassins le menacent, quand on tire sur lui dès que l'on conteste son action. C'était hier au cimetière de Bogota. Ces militaires sont chargés de la sécurité de l'un des candidats à la prochaine élection présidentielle, Ernesto Samper, qui assistait aux obsèques de son cousin. C'était pourtant dimanche. Les portes du cimetière sont restées fermées à la population jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Ernesto Samper soutient officiellement la guerre déclenchée par le gouvernement contre les rois de la drogue. Un peu plus loin, une autre tombe et une famille venue se recueillir, celle de Luis Carlos Galán, le candidat assassiné il y a 2 semaines. Sa tombe est chaque jour couverte de fleurs apportées par les habitants de Bogota. Son assassinat a soudé toute une partie de la Colombie. La mort de Luis Carlos a réveillé ce pays devant un danger non seulement pour la Colombie, mais aussi pour le monde en général. Cela a aussi réveillé le reste des nations pour qu'ils voient la lutte gigantesque que la Colombie livre contre ce fléau de l'humanité. Les trafiquants multiplient les attentats à Bogota, à Medellín, contre les édifices publics, les universités, les intérêts américains. Le père de Luis Carlos Galán a raison, la guerre ne fait que commencer. Voyons maintenant d'autres informations de l'actualité internationale, notamment un attentat à Londres. Véronique Tavot. Attentat anti-Rushdie à Londres, une bombe de faible puissance a explosé hier soir devant le magasin Liberty et la librairie Penguin. Une femme a été blessée aux jambes, 2 autres l'ont été plus légèrement. Peu avant l'explosion, Scotland Yard avait été prévenu. Un correspondant anonyme avait mentionné le livre de Salman Rushdie. Les versets sataniques ont été publiés l'an dernier dans la collection Penguin. C'est la 3e fois que des librairies vendant le livre de Salman Rushdie sont la cible d'attentats à Londres. Lech Walesa n'est pas d'accord et il le dit. Le numéro 1 de Solidarité s'est publiquement élevé contre l'accord conclu samedi dernier entre le Premier ministre Tadeusz Mazowiecki et la direction du PUP. Selon cet accord, le Parti communiste polonais obtiendrait plus de 2 ministères dans le nouveau gouvernement. Le président de Solidarité a déclaré que les membres du gouvernement devaient être désignés en fonction de leur réputation de réformateurs, indépendamment de leur appartenance politique. « 44 chefs d'État, 12 chefs de gouvernement, le 9e sommet des pays non alignés s'est ouvert ce matin à Belgrade. 2 absences remarquées, celle de Fidel Castro et du roi Hassan II du Maroc. Le numéro 1 yougoslave Janez Drnovšek, le nouveau président, a dès l'ouverture du sommet réclamé la tenue d'une conférence nord-sud. Au menu des débats qui doivent se poursuivre jusqu'à jeudi, la dette, le terrorisme et la détente Est-Ouest. Les joueurs, je veux parler de ceux qui aiment jouer, ne savent plus où donner de la tête. Après le tac-au-tac, le cash, le surf et j'en passe sûrement, voici le 421. C'est un nouveau jeu instantané lancé par France Loto. Il paraît qu'on a une chance sur 4 de gagner. Explication de Philippe Boisserie. Ils cochent, ils grattent, ils angoissent, ils compulsent. Pour 18 milliards de francs chaque année, les Français consomment du loto à gogo. Un succès qui ne décourage pas la société France Loto d'inventer de nouveaux jeux. Dernier né, les instantanés. Le cash en avril, le surf en juin et aujourd'hui le 421. Des petits frères qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau.
Il n'y a pas de différence, c'est seulement le thème qui change, les rapports sont pareils. Et pourquoi alors on change de thème? On change de thème pour relancer la vente. Et ça marche. Plus de 170 millions de tickets de cash et de surf vendus. Un résultat qui a fait augmenter le chiffre d'affaires du loto de plus de 15%. Au moins tient-on là un vrai gagnant. Pour jouer, c'est tout simple. Misez 10 francs et grattez. 421 apparaît, vous voilà à la tête de 100 000 francs. 3 dés de même valeur peuvent vous rapporter de 10 à 10 000 francs. Le jeu est ouvert à tous, il n'y a pas d'âge pour y goûter. Petit tour d'horizon de l'actualité sportive de ce lundi avec Jean Mamère, où l'on voit réapparaître quelques stars prématurément disparues. Maradona existe, les journalistes italiens l'ont enfin vu arriver à Rome. Et puis Yannick Noah joue encore au tennis, et oui, il est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open. Depuis le temps qu'on attendait, il est enfin arrivé. Maradona a débarqué à Rome via Madrid, l'Arlésienne ne pouvait faire moins. Voiture blanche au pied de l'avion et centaines de photographes et caméramens en salle d'attente. Malheureusement, cette dernière fut longue et peu fructueuse. Maradona, petit sourire aux lèvres, ne s'est finalement pas décidé pour une conférence de presse. Cette bombe lacrymogène lancée au visage du gardien chilien risque d'avoir des conséquences plus graves que la légère blessure qu'elle a occasionnée. Les Chiliens, menés 1-0 lors de l'incident, ont quitté le terrain et refusé de reprendre la partie après ce but de Careca. Le match a donc été suspendu. Les Chiliens demandent aujourd'hui l'annulation de la rencontre. La qualification de la Coupe du Monde en dépend, ou bien de rejouer le match, mais sur un terrain neutre. Il est vrai que le stade de Maracana archi-comble, cela a de quoi faire peur. Noah revient et fort face à l'Italien Mancini. Il a retrouvé son tennis comme au plus beau jour. Rageur, offensif et volleyeur efficace. Même s'il a souffert, Noah ne l'a emporté qu'au 5e set. Le Français a défié tous les pronostiqueurs. Personne n'aurait misé sur lui, qualifié pour les quarts de finale. Désormais, les difficultés s'amplifient. Noah rencontre au prochain tour Boris Becker. Une victoire ferait sans aucun doute parler alors de résurrection. Le cinéma maintenant avec notre invité, c'est Philippe Noiret. Je vous l'ai présenté dans les titres tout à l'heure. Bonsoir Philippe Noiret. Bonsoir. Alors vous êtes là parce qu'un nouveau film sort, celui de Bertrand Tavernier, qui s'appelle La vie et rien d'autre. Mais surtout, si on vous a invité, c'est parce que c'est votre 100e film. Oui, c'est vraiment le 100e. pas, hein. Ben oui, justement, ça donne pas un petit coup de vieux? Si, ça donne un coup de vieux, mais je réagis vivement. Non, on ne les voit pas passer, c'est comme le temps. Oui, je vais aligner quelques banalités comme d'habitude quand on aborde ce sujet, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte. Si j'avais pas eu un biographe attentif et attentionné, il m'a dit, le film de Bertrand, c'est le 100e. Alors dites-moi, vous devez être content, parce que alors là, les critiques sont dithyrambiques. Oui. Hein, j'ai lu par exemple dans l'Express, je ne sais plus qui écrivait ça, Philippe Noiret qui est l'un des plus grands acteurs du monde. C'est ça, oui, j'ai lu ça aussi, moi. Oui, c'était épatant, non? Oui, ça vous fait plutôt plaisir. C'est mieux qu'un coup de pied au cul, oui, non, sûrement. Mais, cela dit, on vous Mais attendez, Libération, vous savez, Libération, il me crache dessus depuis 15 ans. Alors, ah bon? Oui, non, ça va. C'est vraiment les seuls. Non, ça fait tache d'huile en ce moment. Mais c'est pas grave, je suis là, je m'accroche, je vais encore en faire 100 et il faudra qu'il s'y habitue. On va reparler de vous, bien sûr, mais le film quand même, La vie et rien d'autre. J'aime mieux parler du film. Bertrand Tavernier, alors racontez un petit peu de quoi il s'agit. C'est une histoire d'amour qui se passe en 1920 après la guerre de 14 entre un militaire de carrière que j'interprète qui est chargé de diriger le bureau de recherche et d'identification des militaires disparus, car il y a eu 350 000 disparus en plus d'1 600 000 morts en 14-18. Et aussi de retrouver... Et de retrouver aussi... le soldat inconnu. Le soldat inconnu. Il est chargé pas de le retrouver, mais d'en choisir un, qui soit, comme disait la hiérarchie militaire à l'époque, surtout ni un Boche, ni un Anglish, et surtout pas un nègre. Hein, ça aurait fait désordre à ce moment-là. Alors c'est un problème, voilà. Comme quoi il y a à la fois, c'est une histoire d'amour avec une femme qui a perdu, dont le mari est disparu et qui va de bureau en bureau et d'hôpitaux en hôpitaux essayer d'avoir des traces de son mari disparu. C'est un film antimilitariste? Non, pas du tout. C'est un film anti-guerre, un de plus, vous me direz, tout le monde est contre la guerre. Mais enfin là, c'est un film sur la vie, comme le titre l'indique, La vie et rien d'autre. C'est un film qui est donc une histoire d'amour qui se passe sur ce terrain
de ruines et de souffrances d'après la guerre de 14. Mais je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Mais La vie est rien d'autre, voyons un Bertrand Tavernier, oui, avec Philippe Noiret. Oui. On a tout tenté pour aujourd'hui. Je laisserai une note de félicitations à vos chefs. Avec demande de permission exceptionnelle. Merci. Sous-officier, vous rassemblez les hommes, retour au cantonnement. Rassemblement! Et on fait ce que nous pouvions. Je pense que votre nuit a été assez terrible. Assez terrible, oui. Pour toutes sortes de raisons. Il faudrait des semaines pour dégager tout ça. Dégager quoi d'ailleurs? De la boue et des cendres. Voilà un extrait de ce film. Alors Philippe Noiret, vous parliez tout à l'heure de votre biographie, parce qu'effectivement, à l'occasion de ce 100e film, il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Maillet qui a écrit un livre sur vous, s'intitule En toute simplicité Philippe Noiret. Oui, il a pensé que c'était le plus simple. Et en toute simplicité, il y a une préface de François Mitterrand. C'est un de vos amis? Non, ça n'est pas un de mes amis, non. Non. Oui, c'est Dominique Maillet qui a écrit. C'est pas une biographie, c'est un livre sur les 100 films auxquels j'ai participé, quoi. Et Dominique Maillet est un grand timide, et comme tous les grands timides, il a des pulsions irrésistibles, comme ça. Il a été pris un peu de mégalomanie, et il a demandé au président de la République d'écrire une introduction, si ce n'est une préface. Et celui-ci a accepté, après avoir dit qu'il était un peu occupé par les élections d'abord et ensuite par le sommet. Mais il l'a fait, et bien évidemment, j'ai été très touché et par le geste et par les termes employés. Je vais vous dire ce qui semble un peu inquiétant dans votre cas, sauf que vous parliez tout à l'heure de Libération, mais c'est exceptionnel. Non, justement, c'est que personne ne dit jamais du mal de vous. Si. Non, c'est très très rare. Non, ça dépend. Mais, Moi, je trouve ça inquiétant. C'est inquiétant, oui. Remarquez, c'est confortable d'un autre côté. Mais non, depuis 5-6 ans, pendant une quinzaine d'années, j'ai été tout à fait toujours encensé. Puis depuis 5 ou 6 ans, ça se nuance. C'est très bien comme ça. On dit beaucoup que je fais du Noiret, souvent. Ça revient beaucoup. Et vous dites beaucoup que vous aimeriez être un honnête homme. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes trop poli, pour être honnête. Oui, sûrement. Oui, je cache sûrement des noirceurs que seuls mes intimes connaissent, oui. Vous savez, il y a un très joli mot, excusez-moi, je peux parler encore un petit peu. Il y a un très joli mot d'Humphrey Bogart à qui on disait, ça ne vous ennuie pas de jouer toujours des rôles à la Bogart. Et il disait, de toute façon, c'est moi qui les joue le mieux. Ce que je trouve une très belle réponse. Merci Philippe Noiret. À bientôt. Et puisque vous êtes un homme cultivé, vous ne serez pas surpris des nouveaux mots qui entrent cette année dans le Petit Larousse. Ce Petit Larousse vient de sortir. Le voici, je l'ai à côté de moi. Je le prends de ce bras, je vous le montre, le voici. Alors pêle-mêle, on trouve dans ce Petit Larousse 90 la glasnost, par exemple, les narcodollars, les juilletistes, c'est ceux qui partent en vacances en juillet. Et puis surtout, Antenne 2. Et oui, nous sommes dans le dictionnaire, youpi. Présentation du Petit Larousse 90, Sylvie Marion. Puisque Antenne 2 entre cette année dans le Petit Larousse, ce tabernacle de la langue française, faisons entrer le Petit Larousse à Antenne 2 pour voir ce qu'on en dit. Ça fait plaisir quand même, on est un peu fiers. Mais oui, il y a de quoi être fier. Entrer dans le sein des dictionnaires, c'est ça la consécration. A2 Antenne 2, Société nationale de programmes de télévision française constituée en 1974. Elle est issue de la deuxième chaîne mise en service en 1964. Oui, c'est... Bon, une définition, ce n'est jamais drôle, ça c'est sûr. Mais quant à la place que nous occupons, nous voilà en tête, s'il vous plaît. D'accord, c'est tout l'audiovisuel qui est honoré cette fois. Et bien sûr, Antenne 2 commence par un A. Mais quand même, il y a là comme un symbole. Antenne 2, disent les sondages, n'est-elle pas la préférée de tous? Ça modifie complètement ma perception du dictionnaire comme réservoir culturel. Allons bon, une fausse note vite rattrapée, heureusement. Ah, c'est chouette. Ah, A2. Peut-être qu'on sera augmenté. Et le spécialiste des médias, qu'est-ce qu'il pense de ça? Antenne 2 qui entre dans le Petit Larousse.
Ça veut dire que nous avons des chances de durer, j'espère. En tout cas, les présidents passent, arrivent, et puis nous, on est toujours là. Voilà, il y a encore des pronostics pour le tiercé qui se court demain à Longchamp. Voici ce que vous propose Pierrette Bresse, le 12, le 14, le 9, le 4, le 5, le 2, le 11 et le 7. C'est à Longchamp, je vous le disais. Voilà, fin de cette édition. Tout de suite, la météo avec Sophie Davant. Henri Sagnier vous présentera la dernière édition du journal vers minuit. Puis demain, comme d'habitude, 6h30, Télématin avec Madi Tran et Gérard Morin qui présente les journaux dans Télématin. À 13h, ce sera William Lémergie, Patricia Charnelet. Excellente soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.